Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravie d'être ici pour modérer, présenter cette étude de cas autour d'un grand projet qui est l'Armée des Romantiques. Donc, je suis accompagnée de l'équipe de cette série. Donc, on va vous présenter un peu dans le détail. Donc, Judith Nora qui est à mes côtés, qui est productrice chez Silex Film, qui va vous parler un petit peu aussi de cette société. Amélie Haro, donc réalisatrice, et Céline Ronté, qui est comédienne, directrice de casting et ici scénariste surtout. Et donc on va pouvoir vous parler un peu de ce projet d'envergure. Donc c'est une série documentaire pour Arte de 4 fois 52 épisodes. Non, 4 fois 52 minutes plutôt. Dans l'autre sens. Donc, qui est une grande ambition et dont on va pouvoir un peu rentrer dans le détail de quels ont été les challenges, les enjeux, le processus de création de cette série. Et peut-être, Judith, je vais te laisser commencer donc par présenter un peu le contexte dans lequel vous avez imaginé cette série et ensuite on pourra passer au vif du sujet. Bonjour. Donc je suis Judith Nora, productrice chez Silex Film. J'ai cette société depuis 15 ans avec mon associé Priscilla Bertin. On y produit du cinéma, des séries, des documentaires, en animation et en live. Et notre prochaine sortie est Diamant Brut, qui est en compétition à Cannes et que je vous invite à voir dès le 20 novembre dans toutes vos salles. Il y a 14 ans, on s'est lancé à la faveur d'un projet extraordinaire qui s'appelle Les Aventuriers de l'Art moderne, dans l'animation, grâce et avec Amélie Haro, autour de qui on a monté notre studio à Angoulême. En 10 ans, on a pas mal grandi, on a fait les culottés, les kikwa. On est actuellement en production de In Waves, de Sirène, bientôt de Mon été à la cité. Et enfin, l'Armée des Romantiques qu'on vous propose aujourd'hui. L'Armée des Romantiques, c'est un projet qui est né à la suite du succès des Aventuriers de l'Art moderne, qui a été vendu dans plus de 40 pays à travers le monde, qui a été un succès presse, mais audience et DVD. Il y avait un grand chelem pour Arte, une incarnation très forte pour la chaîne de ce que pouvait être l'excellence de l'animation. Et à la suite de ce succès, Arte nous a proposé une carte blanche en nous disant « Bon, ben maintenant, vous faites ce que vous voulez ». Et on n'avait pas envie de... Voilà, on avait envie de nouveaux challenges. Et on s'est dit, on ne va pas faire l'impressionnisme, qui était le truc le plus facile pour nous, et pour Amélie surtout. Et on va traiter d'une période qui est mal expliquée, mal étudiée à l'école, qui est donc le romantisme, toute la scène littéraire et artistique à Paris au 19e, parce que entre la Révolution française et la Première Seconde Guerre mondiale, en fait, en vrai, c'est pas très clair. Et pourtant, dans cette période, a existé les plus grands artistes qui ont inventé la modernité et marqué leur empreinte dans l'art. C'est ça qu'on va vous raconter. Donc Victor Hugo, Georges Sand, Balzac, Dumas, Baudelaire, 44 ans d'histoire de l'art et des idées en France. Mais cette fois-ci, plus d'archives, plus de photos. Donc il fallait tout inventer. On va vous expliquer comment. Mais voilà, peut-être juste en préambule, vous dire que cette série, c'est 7 ans de travail, d'écriture au sein des journaux intimes, des correspondances, des biographies. C'est 2 ans de fabrication, 100% dans notre studio à Angoulême. C'est 90 personnes qui ont travaillé sur ce projet. 80% de chefs de poste sont des femmes. Et 2000 décors, 44 ans d'histoire de l'art. Voilà, c'est un projet absolument titanesque qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et on vous propose de voir la bande-annonce. Ah non, pas le process d'écriture tout de suite. Paris, 1827. En ce début du 19e siècle,
Théâtre, musique et peinture enflamment les esprits. Une jeune génération d'artistes est bien décidée à révolutionner l'art. Dumas, Delacroix, Victor Hugo, George Sand, Balzac, c'est le combat de la jeunesse pour la liberté de l'art. Lélia, la comédie humaine, les trois mousquetaires, le romantisme déferle sur la France. Mais le succès n'empêche pas les tragédies. Il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Nous froissons dans nos mains, hélas inoccupées, délire à défaut d'épée. Nous chantons comme on combattrait. Tandis que dans la rue, le peuple gronde et réclame la République, ils n'auront de cesse de se battre tant que la liberté ne sera pas au pouvoir. L'homme de théâtre ne craint pas la mort. Il exhorte la foule au son de la Marseillaise. Aux armes! Tremble l'ancien monde. La modernité est en marche. Et rien ne peut plus l'arrêter. Donc voilà un petit avant-goût de cette série que vous pourrez très bientôt découvrir. Et peut-être pour commencer, on va parler un peu de comment vous avez donc travaillé toute cette matière. Le processus d'écriture, c'est un énorme travail de recherche documentaire. Judith disait ça a duré 7 ans. Donc comment est-ce que toi, Amélie, tu as pris ce projet à bras-le-corps? À quel moment Céline est arrivée? Comment vous avez travaillé ensemble? Déjà commencer un peu comme ça. Bon, alors, pour commencer, déjà, on partait de zéro. Une écriture originale, tout en animation. Dans Les Aventuriers, on avait vraiment de l'archive filmée et de l'animation, donc ça permettait quand même d'aller plus vite. Et là, la vraie question, c'était de se dire, OK, on est sur le 19e siècle, on a également un fond iconographique très fort, beaucoup de littérature, de choses à creuser. Ce qui était rassurant, en se disant création originale d'animation, c'est qu'on pouvait aussi s'appuyer sur vraiment l'iconographie, de la peinture. L'écriture s'est passée en 3 temps qui sont entremêlés. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de commencer très vite à être en mood board animatique pour comprendre en termes de structure où on allait aller. On est avec des artistes qui écrivent, qui peignent, comment mettre ça en scène sans qu'on se retrouve avec quelque chose où on les voit tout le temps écrire, parce que ce n'était pas l'idée. Donc, au tout départ, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Valérie Loiseleux, qui est une très grande monteuse de cinéma, qui avait été ma co-réalisatrice sur Les Aventuriers de l'ère moderne, pour déjà redérouler l'histoire, penser toute une ossature dans l'écriture. Donc Valérie a énormément lu, s'est beaucoup documentée. Et on a travaillé vraiment en ping-pong régulier où elle écrivait des passages. Tout de suite, j'éprouvais les images, je cherchais de mon côté les endroits où on pouvait renourrir ce travail. Donc ça nous a permis, au bout de 2 ans, d'avoir un premier ours qui ne fait pas une série. Et suite à ce premier travail de collaboration, j'ai repris la main sur le projet parce qu'une fois qu'on avait la structure historique, le contenu, en tout cas une base, il fallait l'amener vers du film. Donc la première chose, c'était moi, comment je m'approprie les personnages, comment j'ai envie de les raconter, des séquences qui faisaient de la redite. Donc on fait des choix à ce moment-là, des choses que j'avais envie de dire, que j'ai renourri. Et ce travail-là, je l'ai fait pendant 1 an avec mon mari, Étienne Curillo, qui a travaillé avec moi sur Mademoiselle Kiki et Montparnasse et qui connaît parfaitement tout mon travail, mon univers, et il vit non-stop avec mes problématiques, donc personne parfaite. Donc on s'est immergé, voilà, donc ça a fait partie de la 2e étape, c'est-à-dire le transcrire en animation, comment mettre en scène, mais on n'était pas du tout arrivé au bout du processus. Et là est intervenue Céline Ronté, qui est scénariste, qui est au départ venue pour faire une expertise
déjà du travail. On savait qu'on n'était pas du tout au bout du travail. Et Céline a pris la main pour vraiment tirer tous les fils scénaristiques, voir où on avait de la redite, des problèmes de redondants, des problèmes de structure pour arriver au projet définitif. Et là, pareil, on a fait une vraie collaboration ensemble sur ce travail d'écriture. Oui, c'était assez incroyable d'arriver sur un projet où il y a déjà pas mal d'images de fabriquer, où l'univers d'Amélie était déjà là dans les dessins et dans un certain nombre de séquences qui étaient déjà parties en fabrication. Donc, comment écrire, ou en tout cas continuer une écriture, parce que ça a été un passage de relais avec Valérie et Étienne, alors qu'une grande partie de la série est déjà en fabrication. Donc on a eu plusieurs phases et processus pour ça, qui étaient très intéressants, puisqu'il fallait écrire à l'image. Et donc une image qui a été animée sur un premier texte, en fait, elle peut vouloir dire autre chose à l'arrivée. Et tout le travail a été de se dire, eh ben voilà, qu'est-ce qu'on raconte, de retirer les fils des personnages. Par exemple, sur le premier épisode, il commençait par Balzac. Moi, quand je suis arrivée sur la série, aujourd'hui, il commence avec Alexandre Dumas. En fait, c'était l'idée de mettre les codes de la fiction à l'intérieur de ce travail de documentaire, qui était d'une grande véracité historique. Comment arriver à ce qu'on ait envie de suivre l'histoire, à ce qu'on vibre pour ces personnages et qu'il y ait un fil qui traverse les 4 épisodes. Donc notre premier travail avec Amélie, ça a été de se dire, eh ben, finalement c'est Victor Hugo qui va traverser les 4 épisodes et Alexandre Dumas, donc ce serait plus logique de commencer par eux, leurs 25 ans et tous leurs rêves et voir comment ils vont évoluer. Et puis après, d'entrelacer les autres personnages. Donc ça a été un travail d'arche narratif. Sauf qu'à chaque fois qu'on déplaçait quelque chose dans un épisode, ça avait des répercussions sur les 3 autres. Donc on a travaillé en écriture sur les 4 en même temps, ce qui était parfois très schizophrénique. On se disait ah mais attends, il y a Baudelaire là, non mais moi j'étais sur le Balzac là. Enfin, c'était très très comme ça. Et grâce à notre travail qu'on a tout le temps fait toutes les deux, Amélie a pu aussi retenir des séquences et dire non, celles-ci on les fabrique pas, pour qu'on puisse aussi avoir du mou et de pouvoir créer les liens entre les différentes séquences en retravaillant ces arches. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Céline est arrivée dans le processus d'écriture à un moment où on rentrait en fabrication. Moi, j'ai fait une énorme partie du storyboard. Donc, il y a une équipe qui commençait à fabriquer un épisode 1 qui n'était pas encore au point en termes d'écriture, ce qui est un peu dangereux, mais où, en fait, en fonction des épisodes, on bloquait des séquences où on savait qu'il y avait des nœuds pour avancer, ne pas ralentir tout le processus. Et nous, on continuait le travail d'écriture de board pendant que la fabrication se faisait. Et sur le premier épisode, pour Céline, ça a été quand même un énorme challenge, parce que tu t'es retrouvée confrontée aussi avec une matière qui était déjà animée et sur laquelle il fallait réécrire. Oui, et puis par exemple, je prends un exemple, peut-être il y en a d'autres, mais je pense à Alexandre Dumas quand il va faire la première de sa pièce à la Comédie Française. Alors on va vous parler beaucoup d'histoire, hein. Si vous êtes perdu, vous n'hésitez pas à dire mais comment. Mais bref, il y a une scène où on voit Alexandre Dumas qui prépare sa première dans le théâtre, et donc dont l'image était déjà fabriquée. Et je regardais la séquence et je me disais qu'est-ce qu'on va dire dessus. Donc on essayait des choses, et puis on a beaucoup fonctionné comme ça. Un matin, j'appelle Amélie, je dis je crois que j'ai trouvé, en fait, c'est l'énergie d'avant la première. Il ne sait pas si les costumes vont être assez bien, si les accessoires sont prêts, s'il a écrit la bonne réplique à l'acte 4. Hop, il va rappeler les comédiens. Et en fait, tout ça, par exemple, n'était pas au départ de l'image, et pourtant ça marche avec l'image, et on a l'impression aujourd'hui que peut-être l'écriture a été faite avant alors qu'elle a été faite après. Enfin, c'est ça qui est très intéressant pour moi dans ce projet. C'était à la fois de travailler avant et après et de découvrir qu'on peut faire dire beaucoup de choses à une image. Et ça, c'était assez passionnant, en fait. Et pour mettre ça en lumière, en fait, on va vous montrer un extrait de l'épisode 2 où vous allez avoir la même séquence version animatique avec la voix de Céline, où c'est le texte avant que Céline le retravaille, et la version finale avec l'écriture finale. Et on vous parlera un petit peu de ce processus. Cette particularité.
Sortez le grand jeu, mademoiselle Lenormand. Tarot, marc de café, boule de cristal, quoi qu'il m'en coûte. C'est une urgence. Il n'en peut plus. Voilà des semaines qu'il a perdu l'appétit, que le sommeil le fuit. Il en oublie même ses problèmes d'argent. Honoré de Balzac est amoureux. Tout a commencé par une mystérieuse lettre venue de Russie et signée l'étrangère. De quoi piquer la curiosité de Balzac. D'autant plus que l'étrangère est une admiratrice. Mais dans cette lettre, elle ne donne ni nom ni adresse pour répondre. Seul indice, elle lit la presse française. Alors, Balzac fait publier une réponse dans les petites annonces de la Gazette de France. À nouveau, l'étrangère lui écrit. Des petites annonces, on est passé aux lettres. Dès la 3e, Balzac s'est lâché. Je vous aime. L'étrangère se nomme Evelina Hanska. Elle a 33 ans. Comme Honoré, et en plus, elle est comtesse, donc probablement riche. Malheureusement, elle est aussi mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Alors, doit-il croire? Doit-il espérer? Amour et fortune sont à portée de main, à condition d'être patient. Mais Balzac sait qu'il n'y a pas de problème que le temps ne saurait résoudre. Et compte tenu de l'âge du mari, Honoré ne devrait pas avoir à patienter bien longtemps. Ce soir, Balzac s'offre une expérience. Passionné de sciences occultes, il veut percer le mystère de la voyance. Il a prévu sa question. Une question intime, autant lier l'utile à l'agréable. Lui qui reçoit tant de lettres d'admiratrices et passe pour l'écrivain préféré des femmes, est encore célibataire. Pour laquelle doit-il se battre et déployer toute sa puissance romanesque? La duchesse de Castries, qui se refuse irrésistiblement à lui? La comtesse Guidoni Visconti, qu'il vient de séduire? Ou cette mystérieuse étrangère, Evelina Hanska, qui lui a envoyé une lettre enflammée de Russie? Répondez-moi, je veux savoir. La mystérieuse étrangère, mais attention, la divination n'est pas science exacte. Balzac n'est pas si crédule, mais il commence à se prendre au jeu. Evelina est comtesse. Elle a 33 ans, comme lui. Et depuis quelques semaines, ils ont entamé une correspondance enflammée. Balzac avoue même lui avoir écrit « Je vous aime ». La seule ombre au tableau, elle est mariée. Mais ne vous arrêtez pas à ce détail. Dites-moi s'il est bon d'espérer. La fortune, l'amour, la mort. C'est peut-être celle du mari. Il est déjà vieux, avec de la chance, il ne sera bientôt plus un obstacle. Bon, et autant pour moi, c'est pas la voix du tout de Céline, mais de Clémence Barbou qui est dans la salle et qui nous a accompagnés pendant 3 ans sur le projet, qui est formidable. Qu'est-ce voilà. qui s'est passé du coup entre les deux, entre ces deux séquences là, pourquoi changer? Qu'est-ce qui... Alors, il y a plusieurs raisons. C'est un bon exemple pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme ça reste un documentaire, même si c'est également une série animée qu'on a voulu la plus fictionnelle possible, c'est un documentaire, donc la véracité historique est une condition obligatoire pour Arte et pour ce projet, qui a donc été entièrement relu à toutes les étapes par Judith Lioncan, qui est une historienne, et qui, par exemple, sur cette séquence, quand elle l'a lu, nous a dit « Ah non, Balzac n'a pas croisé Madame Lenormand, non. » Ah, merde. Alors, c'est parti en fabrication. On est obligé de garder la voyante. Et donc là, on commence à cogiter. Et ça a été cette gymnastique sur beaucoup de choses dans cette série. Et on se dit, bah, l'image est là. Il va falloir qu'on dise quelque chose.
Et là, on se dit, bon, alors attends, parce que Balzac, en fait, il aimait bien rencontrer tous les personnages qu'il a mis dans ses romans. Il y a de grandes chances qu'il se soit quand même intéressé aux sciences occultes. C'était l'époque, donc on commence à relire. Donc tout le long de l'écriture, on a relu sans arrêt pour être... Mais non, ça allait plus loin que ça. On était en phase de montage. Oui. Non, mais je dis je dis jusqu'au bout. Mais on était en phase de montage. On enregistrait la voix de Cécile de France quelques jours après, je crois même sur cette séquence. Et donc on se dit bon, on va se servir de ça, de Balzac qui va s'intéresser aux sciences occultes. On va regarder l'image. Et donc je prenais un micro, j'écrivais, et puis je testais. Donc je faisais la voix et je me disais ah mince, c'est dommage. Bon, alors là la bouche elle bouge. Ah, on va le faire parler. Alors ça c'était notre autre grand volonté sur cette série, c'était que la voix elle soit pas qu'une voix off et qu'elle soit aussi la voix des personnages. Donc dans cette séquence c'est très très parlant. Donc c'est Balzac qui vient, mais comme il peut pas s'empêcher de parler de lui et que toutes ses lettres parlent de sa recherche d'amour et de ses problèmes d'argent, on va pas être loin de la vérité en se disant qu'il a demandé ça à la voyante. Est-ce que laquelle de ces femmes je dois continuer à courtiser? Là-dessus, toi, tu as dû réanimer dans la boule, du coup. Ouais, parce que, non, mais en fait, on était en montage. On a essayé de récupérer tous les plans, sauf que suite à la nouvelle narration, il fallait refaire des images. Et l'équipe était déjà en fabrication d'autres choses. Moi, je ne pouvais pas leur demander de faire ça. Donc, j'avais mes petits cartons où je demandais à la production, là, est-ce que j'ai le droit de refaire des dessins et les faire pour débloquer la narration. Donc, il y a des choses qu'on a fait à la dernière minute où je suis partie en fabrication pour débloquer des séquences et qu'on n'ait pas de problème de narration. Parce que c'est quand même la base, on peut avoir des belles images, mais il y a un moment où si la narration n'est pas là, la série n'est pas là, quoi. Et donc voilà, donc il y avait la narration, cette obligation historique. Et cet exemple, en tout cas, montre bien que sur ce projet, c'est ce qui a été passionnant et dingue, c'est qu'on a pu écrire et le travailler jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'on dise, bon, bah ça y est, c'est un PAD, ça part chez Arte. Et encore, il y a même une anecdote où ça a pu... Attends, on va un peu avancer, on va reparler d'écriture après. Ouais. Je vais aller très très vite sur les recherches graphiques, même si ça a pris des années. En gros, les challenges de cette série, c'est tout en animation, 4 épisodes de 52 minutes, avec aucune réutilisation possible de lieux, les personnages qui évoluent dans le temps sur 44 ans. Donc, comment on fait avec une économie de télé pour s'en sortir? Le sujet, c'est l'art, les artistes. J'exploite aussi de l'iconographie par moments, des peintures qui nous servent de décor, qui sont des vraies traces iconographiques. Comment on lit le tout? Et comment on s'empare de la matière. Donc, la première chose, ça a été développer tous les personnages. Je voulais quand même qu'on soit assez juste sur la représentation des auteurs, qu'ils ne soient pas complètement décalés graphiquement de la manière dont on les représente. Donc j'ai brassé à la fois tous les fonds qui pouvaient exister, que ce soit de la sculpture, de la photographie, des médaillons, des gravures, des dessins, pour essayer de les redérouler dans un ordre cohérent. Là, il y a typiquement Georges Sand qui vient sur les 3 épisodes, comment je la fais vieillir petit à petit dans la série. Donc, il y a eu un développement comme ça sur beaucoup de personnages. Il y a 150 planches de recherche pour ensuite partir en fabrication. Là, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, en fait, on le connaît vieux et barbu, mais on a du mal à l'imaginer jeune, blondiné. Donc là, c'est comment on le fait évoluer sur la série sans le perdre. Et au bout d'un moment, on s'est dit aussi les personnages auront des codes couleurs. Hugo, il y aura du bleu, Berlioz, il y aura Balzac, il y aura du rose, etc., pour ne pas les perdre en fonction des épisodes et des gaps qu'on a dans les épisodes. Et si tu veux, on peut mettre le petit extrait. J'ai fait un petit extrait d'1 minute juste pour vous montrer dans la série ce que ça donne, l'évolution de Hugo, qui est l'un de nos personnages, c'est notre personnage principal
Et il évolue tellement... Enfin voilà, je me tais. Donc là, c'est l'épisode 1, encore jeune. Là, il commence à avoir les cheveux... Voilà, nouvelle coupe de cheveux. C'est avant le Hugo qui arrive politique. On commence à mieux reconnaître par rapport aux photographies qu'on connaît de lui. Il brunait un peu aussi au fur et à mesure, mais à l'époque, il s'éteint les cheveux pour être plus romantique. L'exil. Attention, il va y avoir un gap où ses cheveux vont blanchir. Et là, il s'est relooké. Et là, on arrive au Hugo qu'on connaît, le Hugo qui revient en France après son exil. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette évolution et ce qui était extrêmement compliqué. C'est en fonction des épisodes, on peut avoir un gap de 15 ans dans le même épisode. Et comme c'est une série chorale, comment faire pour ne pas les perdre? Par exemple, Dumas, il commence, il est très fin. Et on a un gap dans un épisode de 15 ans où, entre-temps, il adorait manger et il a pris 50 kilos, quoi. Donc, voilà, il y avait toute cette évolution à prendre en compte. Et comment on les incarne, comment... voilà, on en fait des amis, des gens qu'on a envie de suivre. Ensuite, la deuxième partie, ça a été les décors, qui pour nous faisaient vraiment partie intégrante de l'univers. Donc, la première chose que j'ai fait quand on est parti sur la série, c'est se dire où sont les lieux existants, je vais aller tout visiter, je vais aller tout prendre en photo. Donc, je suis allée à la maison à Nohant, chez Georges Sand, à Guernesey, dans la maison de Victor Hugo. Enfin, voilà, j'ai fait tout un périple comme ça. Ah, attends, Judith, tu vas trop vite. Et pour déjà me dire, ça, c'est de la matière existante qui va me servir, qui va servir aux décorateurs pour remettre en scène nos personnages dans des lieux. Donc, typiquement, ça, c'est mes recherches de décors, de photographies que j'avais prises sur les lieux et comment les transposer en peinture et rester cohérent par rapport à l'écriture visuelle de la série, le 19e siècle. Là, maintenant, tu peux, s'il te plaît, ouais, tu peux avancer. La deuxième source sur laquelle je me suis appuyée, c'est toute l'iconographie. Alors, il y a un fonds exceptionnel chez Gallica et la collection des musées de Paris, où là, c'est un répertoire énorme de recherche pour se dire quels étaient les lieux disparus. Avant, l'image d'avant, c'est le Palais Royal à Paris, et c'est la Galerie des Bois qui n'existe plus, qui sert au début de notre série. Ici, c'est les Halles. Avant que ce soit une verrue. Mais voilà, et pareil, là c'est la Bastille au moment des années 30, où on a encore des résidus de Napoléon. Si vous regardez bien, il y a un petit éléphant qui a été détruit et qui a servi dans Les Misérables de Hugo. Et ça, je trouvais que c'était des petits éléments aussi truculents à montrer pour faire revivre le vieux Paris disparu. Et la troisième chose a été une création de A à Z de lieux qui ont complètement été détruits. Ici, c'est un hôtel particulier qu'on a réinventé dans le quartier du Doyenné, en fait, à côté du Louvre, il y avait les Tuileries qui ont été détruites. Et entre les deux, un quartier mythique qui a servi à la première bohème. Pour ça, j'ai relu des témoignages de Nerval, etc., pour essayer de recréer ces vieux hôtels particuliers du 16e, où c'était un peu les punks de l'époque. Ils invitaient Delacroix, tous les artistes un peu tendance à venir retaguer leurs murs, quoi. Donc voilà, on peut avancer un peu. Pareil pour l'atelier de Manet à cette période où on n'a pas trouvé de photos. Donc
c'est des croisements entre tous les ateliers 19e et puis essayer de voir des petits indices sur des tableaux, à se dire « Ah, c'était peut-être cette couleur » et voilà, et on reconstitue les choses. Alors, on va passer à autre chose. Dans mon travail, j'adore travailler les ruptures graphiques. Et ce projet aussi s'y prêtait parce que dans l'ADN, j'exploitais de la matière, archives, etc., très disparate, et il fallait réharmoniser ou mettre en lumière des choses. Ma première réflexion, ça a été comment harmoniser les personnages et les réincarner. Il me fallait une structure graphique harmonieuse par rapport aux personnages, plus classiques en animation. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Et à l'intérieur de cette narration qui suit l'incarnation des personnages, on a plein de clins d'œil, soit à des œuvres, ça peut être en peinture avec Sardanapale, avec Courbet. On aborde la caricature avec Daumier. Si tu veux, tu peux passer comme ça. On va pouvoir montrer des extraits, des clins d'œil en gravure, en peinture. Voilà. Je ne sais plus quoi dire, des choses à la plume. Mais voilà, en tout cas, dans ce travail, il y a des surprises régulièrement de graphismes qui permettent à la fois d'aborder la question littéraire des œuvres qui nous amènent un peu ailleurs, même en termes de narration. Et j'arrête de parler, mais là, on va vous montrer 2 extraits. Le premier, c'est Ratapoil. Dire un peu, c'est dans l'épisode... Alors, vas-y, Céline. Moi, j'ai beaucoup parlé. Tu veux parler Ratapoil, c'est un moment intéressant dans ce que dit Amélie, et dont moi, je suis très fan dans son travail. C'est qu'on passe vraiment d'univers graphiques très différents. Et là, c'est comment parler de la politique, comment parler de la chute... de la montée, pardon, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et comme on le disait, je fais une toute petite digression, c'est quand même une série où il y a 3 révolutions, où il y a des rois qui tombent, qui sont remplacés par d'autres rois, puis un petit moment de république assez court pour arriver à Louis-Napoléon, et de le raconter en images, en animation, avec... c'est pas évident, quoi. Et trouver des couleurs différentes pour chaque révolution, trouver des stratagèmes, parce que qui dit révolution dit beaucoup de personnages, beaucoup de créations. Donc comment on leur donne chacune une identité. Pareil pour les morts, je spoil, mais on va avoir des morts. Comment on raconte des morts différemment en fonction des personnalités de chacun. Enfin voilà, et c'était tout un parcours comme ça, à réinterroger sans arrêt sur les sujets. Et donc ton travail d'avoir été chercher dans les œuvres de caricature ou de peinture des façons différentes de le raconter. Ratapoil, c'est un de ces exemples-là qui se sert de la caricature pour raconter un fait politique. Daumier, lui, doit se réinventer sans cesse s'il veut continuer à exprimer ses idées sans risquer la prison. Ces derniers temps, Louis-Napoléon Bonaparte multiplie les discours antirépublicains. Alors Daumier se crée une nouvelle arme. Le colonel Ratapoil, mi-policier, mi-soldat, aussi cynique, roublard et manipulateur que le pouvoir en place. En mettant en scène cet agent de propagande à la solde de Louis-Napoléon, Daumier compte bien ouvrir les yeux de ses contemporains sur les dérives du pouvoir. La Constitution interdit au président de la République de se présenter pour un 2e mandat ? Qu'à cela ne tienne. Organisons un coup d'État. Le 2 décembre 1851, avec l'aide de l'armée, Louis-Napoléon fait arrêter les chefs de l'opposition, déclare l'état de siège, dissout l'Assemblée nationale, annonce des élections et une nouvelle constitution. Le pays se fige. Victor Hugo, lui, crie ouvertement sa colère. Ce coup d'État est un crime. Il faut prendre les armes pour renverser ce traître, ce dictateur. Quoi ? Après Napoléon le Grand, il faudrait que nous ayons Napoléon le Petit ? Mais la troupe fusille tous ceux qui résistent. On ne provoque pas impunément le pouvoir. Après, c'est
Ouais. Et on va peut-être pouvoir enchaîner sur un deuxième extrait pour montrer d'autres types d'animations dans la série. Donc là, c'est sur l'épisode 4, l'exposition universelle de 1868. C'était un peu le Disneyland de l'époque, quoi. C'était plus grand que Disneyland. Et vous allez voir, il y a une rupture graphique. Dire qui sont les personnages? Oui. Il y a Nadar, ouais. On dit à la voix. Et Jules Verne. Nadar se précipite à l'événement. Il est accompagné d'un ami qu'il a rencontré à la Société de navigation aérienne, Jules Verne. Ce jeune auteur, passionné comme lui de sciences et techniques, écrit des romans d'aventure. 5 semaines en ballon, voyage au centre de la Terre. L'imagination, l'esprit, l'humour de Jules Verne ont conquis les lecteurs et la critique. Les deux amis sont fascinés par ce qu'ils découvrent. L'ascenseur hydraulique, des machines à fabriquer des boissons gazeuses, des alambics, des fontaines. Le progrès technique est en train de transformer le monde. Dans le parc de l'exposition, ils sont émerveillés par les pavillons réalisés par les pays invités. Palais tunisien ou isba russe, temples japonais ou mexicains, palais égyptiens ou encore ottomans. En plein Paris, Nadar et Verne s'offrent un tour du monde en quelques heures. Alors qu'ils passent devant l'immense serre botanique, les deux hommes aperçoivent un passage qui mène à l'entrée d'une grotte. À l'intérieur, un spectacle saisissant de beauté. Des aquariums aux vitres transparentes s'étalent tout autour d'eux. Ce prodige est possible grâce à un jeune ingénieur, Gustave Eiffel, qui en a conçu les cadres de fer. Jules Verne, encore ébloui par la découverte des premiers scaphandres autonomes, laisse son imagination vagabonder. Il rêve à de nouveaux explorateurs, appelés à contempler et à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan. De retour dans le palais omnibus, Verne et Nadar s'arrêtent devant les 50 tonnes d'acier menaçantes du canon Krupp apporté par la Prusse. L'art de la guerre aussi bénéficie des innovations de la révolution industrielle. Lorsque Verne a écrit son roman d'anticipation, De la Terre à la Lune, c'est à l'aide d'un canon que ses héros ont pu échapper à l'attraction terrestre. En hommage à son ami et à son caractère aventureux, il a baptisé son explorateur Michel Ardan, anagramme de Nadar. « Où sommes-nous ? » « Nous sommes dans la capsule, » répondit Michel Ardan, qui avait retrouvé son sourire habituel. « Mais où est la Terre ? » « La Terre, elle est loin, très loin derrière nous. Nous avons quitté son atmosphère depuis longtemps. »« Regardez, nous sommes dans l'espace, » s'exclama le professeur. « Oui, » répondit Michel Ardan, « nous sommes en route pour la Lune. » C'est un très bon exemple aussi, cet extrait de la façon dont on a pu écrire et travailler ensemble, parce que de la même façon, par exemple, l'extrait qui est lu de Jules Verne n'était pas là au départ, et à chaque fois, on se demandait comment on va lier, parce qu'on parle de beaucoup de personnages, on suit des fils, mais il faut aussi que l'histoire se tienne dans l'épisode, et il faut qu'on passe d'une séquence à l'autre. Là, il se trouve que ça va être la mort de Baudelaire. On vous avait promis des morts, on n'a pas menti. Et, oui. Et comment on passe de cette exposition universelle de Nadar, de Jules Verne à la mort de Baudelaire, et d'un seul coup, on s'est dit que c'était un bel hommage de lire un extrait de Jules Verne et de voir Nadar le lire à Baudelaire. Après, ils nous ont beaucoup aidés, parce qu'il y a des petites choses quand même à dire. La vraie chance de travailler sur un projet comme ça, c'est aussi de devenir presque des amis intimes de ces gens qu'on n'a pas eu la chance ni le loisir de connaître, puisqu'ils sont morts depuis longtemps. Et on les a suivis de leur jeunesse à leur mort pour certains, et d'autres à leur vieillesse. Et c'était un groupe d'amis, en fait. Et ça, on l'oublie et on ne le sait pas forcément, parce qu'on lit Victor Hugo d'un côté, on connaît Alexandre Dumas de l'autre, on a vu une peinture de Delacroix, on sait qui est George Sand, on a lu les poèmes de Baudelaire. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils étaient tous très amis. Ils se voyaient, ils travaillaient ensemble, ils échangeaient ensemble. Et la série, ça raconte ça raconte des artistes qui
qui grandissent ensemble, qui veulent se battre pour la liberté de l'art, pour la liberté en général. Et on trouvait que c'était aussi une belle façon de témoigner aujourd'hui et de transmettre à travers eux. Et donc, Nadar était un ami de Baudelaire, et donc il a été le voir sur son lit de mort, parce qu'encore une fois, tout est vrai dans la série historiquement. Et donc, il fallait juste trouver le petit cran fictionnel qui nous aide à en faire des amis, à avoir envie de les suivre. Et puis après, il y a mettre leurs œuvres en avant, que ce soit... Enfin, moi, j'adore, j'en parle toujours, mais Amélie, par exemple, elle a fait un travail sur comment se sont faits les tableaux, comment Delacroix, par exemple, a peint Sardanapale en expliquant ce qui se passe, et on voit le tableau naître devant les yeux, et ça, c'est à l'image. Et à l'écriture, moi, j'ai essayé aussi de mettre un maximum de leurs œuvres, de leurs paroles, de leurs vrais mots. Parce que bon, quand on se met à écrire quelque chose comme ça, on se dit, ok, donc j'écris sur Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Non, et puis on voulait vraiment... J'ai vraiment le talent pour ça. On voulait vraiment garder aussi une modernité, et pas arriver sur une écriture très 19e siècle où tout le monde allait s'endormir. Ouais. Autant mettre les génies à l'honneur et nous rester humbles. Ah si, j'ai un dernier petit truc qui était intéressant aussi. On s'est mis une autre contrainte qui était d'être au présent, de ne pas anticiper. C'est pour ça que, par exemple, dans l'extrait, on voit Jules Verne qui rêve. Parce qu'à cette époque-là, il n'a pas écrit 20 000 lieues sous les mers, donc on ne peut pas le dire. Et on se l'est interdit tout le long, de ne jamais anticiper, de ne jamais dire ce qu'on sait de ce qui va advenir. Et donc, il fallait, pour mettre des clins d'œil, pour montrer leur foisonnance et leur profondeur, trouver des astuces. Et c'en est une où on dit qu'ils rêvent, voilà, à des histoires comme ça. Et nous, on a la référence, mais eux ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir. Et c'était ça qui était intéressant aussi, c'est de les laisser en devenir sur les épisodes. Et après, moi, j'ai envie de rebondir sur autre chose. Il y a l'écriture visuelle, il y a l'écriture voix off, mise en scène, et il y a la musique. Ah bah oui. Et la musique, c'est aussi l'une des écritures narratives de la série, qui a été faite par Olivier Daviau, qui est un très grand compositeur, qui a travaillé avec Johann Sfar, avec Mathias Malzieu sur la mécanique du cœur, qui travaille sur beaucoup d'albums. Et donc, en fait, Olivier Daviau est arrivé assez vite dans l'aventure au moment où moi, j'avais un premier ours, mais où la fiction n'était pas encore là, en lui disant « Attends, je vais te raconter les histoires ». J'ai passé 2 jours avec lui en lui disant « Mais alors, Balzac, c'est plutôt comme ça, nanana ». Pour aussi, lui, qui a un imaginaire très fort et une écriture bavarde, et il aime bien des fois dire ça, qu'il puisse lui aussi se raconter les choses et lancer des impulsions telles qu'il a rêvé le 19e siècle. Et là, j'avais envie de montrer un exemple sur l'épisode 1 de Notre-Dame de Paris. On pourra revenir après à l'écriture, si tu veux. Carrément. Hugo n'a plus le choix. S'il ne rend pas le manuscrit, ce sera le procès. Heureusement, il sait ce qu'il va écrire. Un roman historique, avec pour personnage principal Notre-Dame de Paris. Menacé de destruction, Hugo s'est pris d'amour pour la vieille cathédrale parisienne. Il aimerait la sauver. Notre-Dame ouvre ses portes à l'imagination du poète. Peu à peu, il pénètre les secrets de la pierre. 5 siècles d'histoire se déroulent à l'ombre de ses murs. Enfer et purgatoire grondent sous l'ogive des portails. La beauté côtoie la laideur, le sublime, le grotesque. Pureté et monstruosité s'affrontent dans la lumière de ses vitraux. La belle Esmeralda, mise à mort par le terrible Frollo, bouleverse la triste existence de Quasimodo le bossu, qui fuit la violence de ses frères humains. Au sommet de l'édifice, le drame se noue. Le destin tragique d'Esmeralda et du bossu scelle à jamais l'immortalité de la grande dame de pierre. L'église grise, abandonnée,
délabrée, devient un monument de poésie, gardienne des prières, du génie et de l'élévation des hommes. Paris semble se prosterner à ses pieds. Hugo a réussi à entrelacer sa vie et celle du monument. La postérité de l'un n'ira plus jamais sans l'autre. Au printemps 1831, le roman Notre-Dame de Paris est un énorme succès. Les Parisiens redécouvrent la cathédrale et s'arrachent le livre. Et donc, pour revenir au travail d'Olivier Daviau, il a à la fois la capacité d'aller sur des registres 19e siècle, mais en même temps une culture cinématographique où, pour moi, dans cet extrait, depuis le début, il y a du Jacques Demy, il y a une magie qui ramène aussi une modernité au sein de cette série. Et de plus, sa musique est émotionnelle. Et à plein de moments, en fait, comme on est sur une économie d'animation, à certains moments, on avait besoin que la musique prenne en charge une autre émotion et raconte, nous transporte, en fait. On a eu beaucoup de chance, on s'est offert un petit peu d'art total, un petit moment 19e entre nous, parce que en fait on a eu la chance de faire un moment de mixage avec Olivier, son mixeur, le mixeur des voix, Amélie et moi, et on s'est retrouvés à faire « Ah non, non, attends, mais là c'est moi qui vais baisser la musique. Non, 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 c'est moi, j'enlève la phrase, elle sert à rien. Ta musique, elle est mieux. Ah non, non, mais attends, on va... » Et c'était extraordinaire de travailler ensemble. Et sur cet extrait en particulier, juste pour revenir sur sa musique, qui est très narrative et très inspirante, même pour l'écriture, ce petit moment où on se met à parler d'Esmeralda, et que moi j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce passage parce que c'est un autre enjeu de cette série. Tout d'un coup, il faut résumer Notre-Dame de Paris en 1 minute 32, la comédie humaine en 2 minutes 34, et on se dit ah ouais, waouh, il faut pas dire des choses trop galvaudées, et sa musique raconte en fait le roman autant que ce qu'on a dit et autant que ce qu'il y a à l'image, et c'est beau de voir les trois. Voilà, l'écriture, la musique, l'animation, vivre ensemble en fait à ce point-là, et d'avoir un échange comme ça. Et par rapport à ce que Céline disait, ou jusqu'au mixage définitif, on était tous là. Mais en gros, cette série, il fallait rien lâcher jusqu'au dernier jour, et la veille des enregistrements, il y avait encore des choses qui étaient réinterrogées pour être sûr d'arriver à l'endroit le plus juste, au niveau du texte, au niveau de la musique, à tous les niveaux. Je pense qu'on a essayé de pousser les curseurs au maximum de ce qu'on pouvait faire. Oui, parce qu'il y a aussi la monteuse Soline Guyonneau qui a travaillé sur la série, où on a fait des séances toutes les trois jusqu'au bout, à se dire ah, qu'est-ce qu'on peut gagner? Est-ce que tu crois que tu peux gagner quelques secondes pour qu'on dise ça, ou au contraire, si on échange de plans, est-ce qu'on arrive à... Et on a vraiment écrit jusqu'au bout, à l'image, à la musique et au texte, même quand on a enregistré avec... je fais comme ça, je fais le petit pont, avec Cécile de France en studio, il est arrivé qu'on se dise « Oh non, cette phrase, en fait, non... » Bien, on la change. Voilà, on s'est autorisé ça jusqu'au bout, et c'est une chance parce que du coup j'ai pu la diriger aussi sur la voix, donc c'était vraiment jusqu'au bout, le travail a été et je tiens à dire quelque chose, Céline est la grande directrice de voix d'animation en France, et juste avant qu'on enregistre, Céline me fait non mais là moi je peux pas la diriger, c'est mon texte, ça va pas bien se passer, j'ai pas de recul sur rien, et heureusement que tu l'as drivé, parce que le texte il venait tellement de toi que si c'était pas toi qui étais là pour la diriger, on n'aurait pas eu autant de relief.
Mais en tout cas, c'était voilà, après le choix de, puisque on est sur Cécile de France, qui a été un choix évidemment qu'on a fait tout ensemble. On cherchait une voix d'abord reconnaissable aussi, parce qu'il faut que ce soit vraiment raconté par Cécile de France. Et quand on l'entend, je pense qu'on la reconnaît. Et ça donne donc vraiment elle qui nous raconte ça. On voulait quelqu'un d'espiègle, d'à la fois précis dans son jeu de comédienne, parce que c'est une très grande comédienne et qu'elle a dans la série à incarner énormément de choses, puisque parfois l'arrière-fond se met à parler. Dans la voix off, j'ai mis plein de niches comme ça, où il faut tout d'un coup incarner un crieur de rue, de spectacle, après un gamin qui vend des journaux, après il faut être la voix de Victor Hugo, après au contraire il faut raconter quelque chose de plus rigolo, de Balzac, enfin il y a vraiment plein de registres dans la série. Et autant que la richesse du travail d'Amélie, il fallait être à la hauteur de ta richesse à toi. Et voilà, elle avait ça, elle avait cette richesse-là. Et donc ça nous a semblé être une évidence qu'elle fasse la voix et qu'elle accompagne ces 4 épisodes pour raconter cette histoire. Ça a été d'emblée un choix que ce soit une voix off. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a aussi des contraintes économiques, parce qu'avec tous les personnages que vous avez, c'est de toute façon pas possible. Ah non, mais t'oublies, sans voix off, on faisait 18 épisodes. Enfin, juste pour mettre en scène un personnage dialoguer, en fait, c'est plus du tout la même écriture, et tu peux pas passer autant de choses et être un passeur d'histoire, passeur de littérature sans une voix off. Et c'était vraiment dans la réflexion autour de la voix off, comment l'incarner, la rendre vivante, comment aussi, comme tu disais, jouer du in. En fait, garder tous les codes du documentaire, puisque c'est le but, encore une fois, la véracité historique et tout ça. Et donc le code de la voix off du documentaire qui raconte l'histoire, mais en trouvant tous les moments et tous les moyens de rendre ça vivant, et de faire en sorte que ce qu'on aime dans une série, les cliffhangers, le previously, les moments où on fait qu'est-ce qui va se passer, bon, on sait un peu qu'ils vont mourir à la fin, mais quand même, qu'est-ce qui va se passer après, ça je sais pas. Et ben voilà, il fallait que ce soit incarné et que ce soit pas juste une voix informative. Il y a Soline qui disait, c'est Soline qui disait la voix émotionnelle et la voix historique. Soline, notre monteuse, elle disait c'est marrant, dans cette série il y a une voix émotionnelle, il y a une voix historique, donc il fallait qu'elle soit à la fois conteuse, à la fois qu'elle chuchote à l'oreille du public les pensées des personnages, et puis qu'elle soit capable d'incarner des poèmes, parce qu'il y a quand même aussi, il faut dire du Baudelaire, il faut dire du Victor Hugo, il faut dire du Nerval. Et je peux vous dire que se lancer dans des extraits d'Aurélia, à dire et à jouer, c'est pas évident. Donc il fallait vraiment une actrice complète pour incarner tout ça. Il y a une actrice aussi avec qui nous on avait collaboré sur Culotté. Et, en fait, elle avait déjà fait tous les épisodes de Culotté, elle jouait tous les Culottés. Donc on savait que elle avait cette capacité et cette envie, ce qu'elle adore ça, raconter voilà, comme si elle y était à ses enfants, ce qu'elle nous disait, et d'incarner, de jouer comme ça, incarner tous les personnages. Donc on savait déjà que, en tout cas, ça allait être un travail plus smooth. Voilà. On peut 2 secondes parler de la production, si ça vous intéresse. intéresse. Moi, je suis sûre que ça intéresse des gens. Non, se dire que évidemment une aventure comme ça, c'est un peu fou en termes de production, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Amélie avait besoin d'avoir toute son équipe autour d'elle, et donc on a fait 100% chez Silex Animation, donc pas de coproduction à l'international, et on a juste fait la colo chez nos amis les astronautes à Valence. Mais voilà, c'était très important de garder l'esprit studio, atelier, on va dire, un peu ce qu'on avait déjà créé sur Les Aventuriers de l'Art moderne. Donc ça a évidemment des incidences assez énormes. Une autre chose, c'est que c'est du documentaire. On est dans la case documentaire d'Arte. Évidemment, ils ont quand même joué le jeu, et on a eu des montants que personne n'a, mais personne n'a jamais fait ça. Du coup, moi, j'ai dû le financer, et le CNC le sait, en enlevant de tous les contrats le mot documentaire. Parce que sinon j'allais être rangée dans la cause documentaire. Donc voilà, je le dis, petite info.
Mais parce qu'il faut jouer à un moment, ce format n'existe pas, il n'a jamais, 4 fois 52 minutes comme ça, dans une case documentaire, ça n'existe pas. À un moment, il faut jouer des mots et un peu se contorsionner pour rentrer dans les cases de tout le monde. Au final, c'est nous qui imposons la case, puisque Arte crée une soirée événement pour cette série. Le 21 décembre, là on le dit un peu... Quoi, tu le dis? Je crois que c'était secret. Non, on le dit ici. En exclusivité. En exclusivité. C'est une soirée familiale entièrement dédiée à l'armée des romantiques. C'est vraiment incroyable qu'une chaîne comme ça nous suive. Et jouent le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu avant sur le financement, ils ont été contents de ce qu'ils ont vu, heureux de ce qu'on a proposé. C'est une série qui est très accessible, nous on dit dès 12 ans, mais même eux ils disent dès 10 ans, enfin il faut quand même un peu suivre, mais voilà, pour nous le pari est réussi parce qu'il y a, ça y est, on commence à l'accompagner, on voit l'engouement, et des lycéens, des collégiens, des professeurs. L'idée, c'était vraiment de créer la série dont on aurait rêvé adolescent pour s'ouvrir à la musique, à la peinture, à la littérature. Un objet qui nous a manqué et puis qu'on peut partager de manière un peu intergénérationnelle. Et je crois qu'en ce sens, le pari est réussi. Enfin, vous verrez. C'était un peu éclectique comme ça, de le voir dans tous les sens, mais c'est aussi pour vous donner envie de le voir dans sa suite et voir qu'il y a eu un soin sur l'écriture fictionnelle aussi. Voilà, comme on disait, tous les codes de la fiction y sont. Et donc, il y a un plaisir à suivre la série vraiment comme une bonne série Netflix. Les chiffres, on les a donnés. Voilà, c'est un peu foufou. Voilà. Et puis, peut-être vous pouvez faire... on peut avoir quelques questions. On est prête. Oui, on peut poser des questions. Il nous reste 2 petits extraits, mais on peut les montrer après les questions. Oui, on s'est dit peut-être finir par un extrait si vous vouliez nous poser des questions. Du coup, on est en avance même sur le timing. Ça laissera plus de temps pour les questions. Parler plus longtemps. Hein. Ah, vous êtes super. C'est vrai? C'est vrai. Ah, bah, on est les meilleurs jusqu'à présent. On dit toujours les meilleurs pour la fin, mais ça. Eh bien, écoutez, s'il y a des questions. Xavier, là, s'il te plaît. Lève la main pour Xavier. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais vous demander, du coup, à peu près toutes les étapes, mais surtout à l'étape de l'écriture, qu'est-ce que ça apporte d'avoir vu que vous êtes, tout ce que j'ai compris, c'est 80% de femmes, non? C'est quelque chose comme ça? De chef de poste. De chef de poste, ok. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de regard? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du female gaze et du male gaze. Et qu'est-ce que vous pensez que ça vous a apporté sur justement le regard sur les romantiques qui sont quand même un boys club où c'est à part... voilà, j'ai perdu son nom. George Sand, à part George Sand. Du coup, voilà, je me demandais. Donc sur la partie écriture, pour nous, ça a été la grosse question du départ. Attention, une période masculine avec que des génies masculins, comment on s'en empare, quel choix on fait. Et justement, c'est la manière de les aborder, les sujets qui nous intéressaient, qui étaient modernes et qui parlent de nous actuellement, qu'on a voulu mettre en lumière. Céline, je ne sais pas si tu... Oui, en fait, c'est un peu... la question, elle se pose, hein, bien évidemment, de mettre en lumière ces artistes-là et pourquoi on le fait. Je pense qu'il y a d'abord, de la même façon qu'on fait un devoir de mémoire sur les choses historiques qui ont été tristes ou les choses, c'est pareil, il ne s'agit pas d'effacer et de ne pas raconter. Et donc, à travers le fait de les raconter, le fait d'avoir un regard féminin, peut-être, permet de ne pas omettre certaines choses. Par exemple, on ne nie pas que Baudelaire a cassé une console sur la tête de Jeanne Duval. On ne va pas nier l'apport des femmes dans leur vie. On va apporter peut-être une sensibilité, quelque chose qui
qui va leur révéler aussi leur féminité. Par exemple, on dit les romantiques, c'est un boys club. Déjà, c'est un métis, Alexandre Dumas, qui arrive à la Comédie Française avant Victor Hugo. C'est des punks quand ils sont jeunes. Hein, ils militent pour la liberté, pour exploser les codes. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ceux dont on parle souvent, c'est ceux qui sont figés, tout poussiéreux dans les livres d'histoire et un peu vieux. Mais ils ont été jeunes. Et toute jeunesse est intéressante à traverser pour la jeunesse aujourd'hui. Eux, ils cassaient les codes, en fait. Balzac, c'est un auteur extrêmement féminin et qui a beaucoup écrit sur les femmes. Ils ont énormément écrit d'héroïnes féminines. Aujourd'hui, on est quand même obligé de le préciser dans les appels d'offres des chaînes, parfois, héroïnes féminines. Or, eux, ils l'ont fait aussi. Donc, c'est très ambivalent. Il y a une partie d'eux qui relate ce patriarcat et cette chose aujourd'hui qu'on rediscute, et à bon escient, et c'est bien. Mais dans leur contexte de l'époque, et encore une fois, on est en documentaire, donc on ne fait pas de révisionnisme historique, on les montre tels qu'ils sont. Je pense que c'est important de se dire que ça a été comme ça, et que oui, les femmes, ça a été compliqué au 19e pour exister, et que il y a plein de femmes qui sont battues. À un moment donné, on parle de la voix des femmes, ce journal qui a espéré que George Sand se présente aux élections. À un moment donné, on fait un petit humour aussi sur, à l'époque, on disait le suffrage universel masculin. Donc, je veux dire, on s'est emparé de tous ces sujets dans la série. On a énormément nourri cette question-là pour te répondre. Et je pense qu'aussi, il y a eu une interrogation sur qui a raconté jusqu'à maintenant. Et donc, on a interrogé aussi nos sources. Et c'est pour ça que la conseillère scientifique de la série est une femme. Enfin, on a essayé à tous les endroits de réfléchir à quel petit pas de côté on allait pouvoir faire pour interroger notre propre matériau de base. Voilà. Et puis, c'est cet endroit de conscientisation. Après, il y a une réalité qui est que il y a plus d'hommes dans la série que de femmes. Il y en a. Là, on n'a pas trop vu, c'est vrai, mais il y en a plus. Et qu'on n'allait pas tordre la réalité. Exactement, oui, on n'allait pas tordre cette réalité. On a tiré un fil magique en narration qui devait les lier intimement les uns aux autres. Et bon, bah, ils étaient potes, ou en tout cas, c'était ce lien-là. Et puis, voilà, il y a certains, on s'est posé la question de les mettre, et ça faisait forcer, et on a préféré mieux raconter. Voilà. Et puis, c'est dans l'évolution d'une société, tous les combats comptent pour arriver à celui d'aujourd'hui. Et que je pense que quand même leur combat pour la République, déjà, ils étaient sous un roi, sous un pouvoir absolu, dans des conditions sociales et politiques qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Et ils se sont battus pour les exploser, ces cadres-là. Ils se sont battus pour qu'il y ait une société des auteurs, ils se sont battus pour que les droits soient reconnus, ils ont... invité George Sand à venir participer aux écrits du gouvernement à l'époque. Ils ont bougé les lignes. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes, les lignes qu'ils ont bougées. Et si on les regarde sous notre prisme à nous et notre société à nous, ça paraît bien peu de choses. Mais quand on remet dans le contexte de l'époque, ça reste des gens qui ont essayé de bousculer les codes, les choses attendues, et c'est toujours intéressant. Il y a des discours de Victor Hugo, quoi qu'il ait été patriarche et qu'il soit à discuter, on ne s'est pas privé de mettre la tombe de sa femme où il met femme de Victor Hugo. Hein. Des clins d'œil comme ça, il y en a plein la série qu'on a vraiment voulu mettre. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pu faire un discours sur attention, si vous ne donnez pas l'équivalent de votre budget de la culture, c'est 2 francs, quand le budget de la guerre, c'est 300 francs, je ne sais plus les chiffres exacts, ben, on ne risque pas de changer les choses. Et ça marche encore aujourd'hui. On fait trop peur. On fait trop peur. N'ayez pas peur. On va montrer un petit extrait. Ben, vous ne vouliez pas proposer un extrait? On a 2 petits extraits. Eh ben, allez, on va mettre un... Vous avez encore 5-10 minutes, là. Ah, bah oui. Quelques jours plus tard, le salon de peinture du Louvre prépare son ouverture. Delacroix a travaillé jusqu'au dernier moment. Sa toile est à peine sèche. Il a invité Victor Hugo à assister à l'accrochage de son tableau. Devant Sardanapale,
Le poète est ébloui. Delacroix a su capter l'intensité de ce moment indicible où tout va basculer, où le temps semble suspendu entre vie et mort. Face à la toile de Delacroix, une œuvre monumentale de Dominique Ingres, l'apothéose d'Homère. Le tableau est encore inachevé, malgré tout, Hugo mesure le gouffre qui sépare Ingres et Delacroix. À la vision rigide et figée d'un classicisme académique, répondent la fougue et la violence d'un jeune peintre dont l'obsession est de transcrire la passion, le tumulte de la vie. Hugo admire son ami. Il a réussi à peindre ce qu'il veut écrire. Sardanapale est comme un manifeste du romantisme. La toile traduit l'ardeur et la volonté d'une génération qui veut prendre sa place. À l'automne 1827, le salon ouvre ses portes. Personne ne reste indifférent. Les critiques crient au génie ou au scandale. La bataille entre classique et romantique est lancée. Après, c'est la comédie humaine, mais peut-être un petit mot, parce que nous, on a terminé, ça y est, le projet est terminé, qu'on a vu beaucoup de projets qui sont en train de se préparer, de se faire, de se fabriquer. Et donc, c'est toujours un peu... on y arrive, il y a des solutions, même quand ça paraît trop grand, trop gros. Voilà, nous, on dit c'est possible de relever des défis incroyables, et tous les projets qui sont en cours, je leur souhaite d'arriver jusque-là, en tout cas, parce que c'est chouette. Merci. Encore on peut montrer le tout dernier, comme ça. Un petit dernier pour le Alors, juste pour l'introduire avant de le mettre. Oh. C'est justement la comédie humaine de Balzac dont on vous a parlé tout à l'heure, qui nous a posé question à la fois en mise en scène, en écriture et en musique, parce que comment raconter en 2 minutes 50 un concept de Balzac, qui est un concept génial, mais pas forcément visuel, qui est extrêmement complexe à raconter en voix off sans tomber dans du Wikipédia, et en musique, trouver voilà, la manière de porter l'énergie de Balzac. Ouais, c'est des séquences qui ont été écrites très, très tard, qui ont beaucoup mûri avant d'en arriver là. La postérité. Balzac s'y prépare. Saluez-moi, je suis tout simplement en train de devenir un génie. Cette phrase, écrite à sa sœur dans l'impertinence de sa jeunesse, Balzac la revendique plus que jamais. Il en est convaincu, son idée est brillante. Ça fait presque 10 ans qu'il ne se contente pas d'écrire de nouvelles histoires, mais qu'il reprend et corrige sans cesse ses romans déjà parus pour créer une œuvre polymorphe et grandiose. Une véritable histoire naturelle de la société. Il s'inspire du travail des scientifiques Buffon et Cuvier. N'y a-t-il pas autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie? En classant l'espèce humaine, il ne fait pas seulement œuvre de poète, mais aussi de savant. Il a déjà son plan. Les études de mœurs pour étudier les faits, les études philosophiques pour exposer les causes, et les études analytiques pour en tirer des principes. Il fait voyager ses personnages d'une histoire à l'autre, créant des ponts entre tous ses écrits. Rastignac, Derville, Gobseck, de Rubempré, la duchesse de Langeais, tous représentent un archétype. Une gigantesque fresque qui dira tout du genre humain, de la campagne à la ville, de Paris à la province, de l'ouvrier à l'aristocrate. Et ça y est, il a trouvé le titre de son œuvre tentaculaire. La comédie humaine. Ce sera du jamais lu.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite toutes et tous à aller regarder la série quand elle sera disponible sur Arte, parce que c'est une très belle aventure. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et il y a même un DVD qui va sortir le 3 décembre, et ce sera peut-être le dernier de toute la planète, de la vie du monde entier.